faire une causerie un peu taquine et particulière, un peu provocante, mais on a besoin d'être un peu stimulé en ce moment où on oublie beaucoup de choses. Des fois, je dis en stage ou en conférence que l'individu moderne civilisé est un névrotique précancéreux. Alors ça choque, hein, parce que ce pas des mots agréables à entendre, mais c'est essentiellement basé sur des faits et des observations. Donc on retient bien le terme individu moderne, névrotique, précancéreux. Moderne pourquoi? Mais je dirais moderne civilisé. C'est-à-dire qu'on voit, il y a des maladies qu'on nomme maladies de civilisation. Ce qui veut dire qu'en dehors du contexte de la civilisation, ces maladies n'apparaîtraient pas. Diabète, cholestérol, hypertension, obésité morbide, cancer, maladies dégénérantes du système immunitaire, etc., 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 qui vont en s'amplifiant dans les sociétés modernes, on va dire occidentales, et puis qui n'existent quasiment pas dans les sociétés non touchées par la civilisation. C'est intéressant comme mot d'avoir mis maladie dite de civilisation. Si on aurait dû dire maladie mondiale, sauf que ce n'est pas une épidémie. Épidémie, on utilise beaucoup ce mot-là. Sauf que des épidémies, ça touche certains types de personnes. Bizarrement, les personnes qui ont des comorbidités sur ces maladies de civilisation, donc on pourrait dire que c'est une épidémie qui atteint des personnes atteintes de maladies de civilisation, donc c'est une épidémie civilisationnelle, mais pas les autres. Et il y a certains médecins qui sont aussi taquins, qui, lorsqu'ils parlent du cancer ou des maladies de civilisation, disent à leurs patients ou à leur public, vous voyez, nous sommes similaires aux grands singes. Et tout le monde dit, ah oui, 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 c'est vrai qu'au niveau génétique, nous partageons plus de 99% de nos gènes, le système digestif est plus de 98% similaire, la préhension, pareil, nous ressemblons grandement aux grands singes. C'est à tel point vrai qu'aujourd'hui, nous sommes si proches du chimpanzé qu'on nous injecte dans le corps des fragments d'ADN de chimpanzé. Donc c'est que la science doit valider ce fait-là pour que nous soyons aussi proches du chimpanzé et qu'on accepte d'avoir de l'ADN d'une autre espèce que la nôtre dans notre code génétique. C'est intéressant. Donc les chimpanzés, bizarrement, ces gens qui nous ressemblent très proches au niveau de l'ADN du système digestif, eh bien eux, bizarrement, ne développent pas de cancer et ne développent pas de maladie de civilisation. Et bizarrement, ils n'ont pas de comportement avec le groupe aussi tordu que les autres primates tels que nous, les humains. Ils n'ont pas de comportement aussi névrotique. Ils ne pensent pas à faire des choses gratuites sur leurs semblables, que ce soit des agressions sexuelles, des agressions physiques, de la torture, qu'elles soient psychologiques ou physiques. Bref, ce qui est en train de monter galopant et ce qui peuple de plus en plus les centres de rétention qu'on appelle prison ou asile psychiatrique. Alors c'est à s'intéresser pourquoi en fait ça se produit. Est-ce qu'on ne pourrait pas estimer que c'est les choix du mode de vie de l'individu qui le conduisent à développer des névroses et un écosystème aussi dysfonctionnel pour que ça vienne dégénérer en maladies lourdes, chroniques et qu'on estime incurables? La réponse est bien sûr que oui. Donc quand je dis de manière affirmative, eh bien, l'homme est un individu ou une espèce moderne, névrotique et précancéreuse, c'est cela, c'est qu'on estime, l'OMS aujourd'hui estime qu'un enfant sur deux qui naît aujourd'hui développera un cancer avant 50 ans. Ça, ce sont les statistiques de l'OMS. Bon, alors on nous impose ça comme une fatalité, et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bon, pas grand-chose, c'est faire confiance à la prise en charge médicale via des super outils d'analyse et puis des traitements pas encore inventés qui seront fournis par des sociétés privées et pour lesquelles on sera plus ou moins remboursé selon qu'on habite dans tel ou tel endroit de la situation ou qu'on ait telle ou telle affiliation à la sécurité sociale. Donc, eh bien, c'est à réfléchir quand même, cela. Il y a de plus en plus de diabète, il y a de plus en plus de cholestérol, il y a de plus en plus d'hypertension, il y a de plus en plus d'obésité, à tel point qu'on doit relever l'IMC pour que les normes soient à peu près correctes tous les 10 ans. Il y a de plus en plus de maladies auto-immunes, il y a de plus en plus de dégénérescence génétique. Et donc, plutôt que de s'interroger sur les causes profondes et les moyens d'action concrets de bon sens,
eh bien on va développer à grands frais, en grande hâte, presque comme des apprentis sorciers, des thérapeutiques qui marchent plus ou moins bien. Par exemple, nous sommes dans un contexte depuis 15 mois où on nous parle de maladie mais pas de santé. Et on ne parle pas de réponse immunitaire, comme si ça n'existait pas, tout en sachant que le système immunitaire repose à 80% sur le fonctionnement correct des intestins. Les intestins fonctionnent évidemment avec une alimentation équilibrée, et je n'ai pas entendu de personne au niveau des autorités publiques ni dans les médias dire qu'il faudrait s'intéresser à l'alimentation des personnes pour qu'elles augmentent leur système immunitaire. Non, nous sommes une société moderne où nous pensons avant tout jouissance, profit, fuite et écraser l'autre pour avoir plus d'espace pour profiter, plus d'espace pour s'étaler, plus d'espace pour conquérir et plus d'espace pour exploiter. Et puis que plus l'autre peut travailler à notre place, mieux ça sera, plus de temps libre on aura pour pouvoir jouir dans une société qui propose non pas la prise en charge, la responsabilisation et l'autonomisation, mais plutôt l'hédonisme égoïste. Et donc, eh bien, il ne paraît pas curieux que si on vit avec ce prisme-là de lecture du vivant et de la santé, eh bien, viennent se développer des maladies énormes, et celles qu'on qualifiait de maladies dites de vieillesse, eh bien, elles touchent maintenant des individus qui ont 30, 40 ans, c'est-à-dire 2 fois moins d'âge en une génération. Pourquoi ? Eh bien, simplement parce que les choix de vie nous ont amenés à ne pas respecter les règles du bon sens du vivant. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous nous fions, par exemple, à un Nutri-Score pour manger. Donc, nous mangeons avec des lettres A, B, C, D, E, et nous ne mangeons plus selon des noms d'aliments, des variétés alimentaires, on va dire une alimentation variée en termes de ce que peut proposer la nature. De la nature, vous avez plus de 3 à 400 espèces de salades. On en mange 3-4, on va manger de la mâche, de la roquette, de la chicorée, de la laitue romaine, voilà, il y a déjà 4, déjà pas mal. Les tomates, il y a 1500 variétés de tomates dans le monde. On va prendre la cœur de bœuf, la ronde classique, tomate cerise, une de Crimée, voilà, 4-5, pareil. Très peu, et en fait, pour la plupart des légumes et des fruits, il y a énormément de variétés, sauf qu'on les a sélectionnés, pourquoi ? Pour le rendement, pour la conservation et pour le transport. Mais en aucun cas pour leur bienfait nutritionnel. Ce qui aboutit aujourd'hui au fait que, eh bien, on a beaucoup moins de richesse nutritionnelle. Il y a des études de biologistes qui ont montré qu'il y avait des dizaines de fois moins de micronutriments dans les fruits et légumes qu'on consomme aujourd'hui, ne serait-ce que dans les années 50. Donc il faudrait en manger plus. Sauf que bien, le Nutri-Score va nous dire mange ta barre de céréales ou ton flan aux fruits, et puis ça sera B. C'est bien, B, c'est une bonne note, B sur E. Par contre, l'huile d'olive première pression à froid biologique, elle sera notée E. L'huile végétale de coco première pression à froid, elle sera notée E. Plein d'aliments comme ça seront mal notés, et donc on ne regardera plus leur densité nutritionnelle, le volume qu'on va consommer, ni leur provenance, mais simplement par le prisme du réductionnisme qui règne à l'heure actuelle, eh bien de dire, ça, parce qu'il n'y a pas trop de sucre, parce que c'est pas trop gras, on voit que le gras, c'est bon, ça passe. Quand bien même le truc, il a été transformé, retransformé, surtransformé, pas bio, modifié, avec des édulcorants, tout ce que tu veux, transporté dans du plastique, ça sera moins bon qu'une huile d'olive première pression à froid biologique, transportée dans un contenant en verre qui ne transmet pas de polluants. Et donc, on va décliner tout ça, toute l'alimentation, c'est-à-dire on va faire venir de l'alimentation pas chère du bout du monde, en plat préparé, à des prix incroyables. On se dit, mais ça vient de 10 000 km et ça arrive à moins d'€1. Il y a quand même une magie là-dedans. Cette magie, elle se paye pas par le portefeuille, mais par notre santé. Et puis, les autres facteurs de santé, on voit qu'ils sont intégrés aussi. C'est qu'il y a l'activité physique, et aujourd'hui, l'activité physique, ça se passe beaucoup plus dans des salles de sport, avec des climatisations et avec des habits synthétiques et des AirPods avec des ondes en connexion directe avec le cerveau, sur des tapis roulants électriques, plutôt que des marches épanouissantes en pleine nature, où on entend comme là le bruit des oiseaux, où on contemple le regard porté au loin le bouquetin, ou n'importe quoi, où on écoute le coq. Bref, on n'est plus dans cette simplicité-là, où le sport est fait pour être dehors, et il est perçu comme une activité physique, et non pas comme une performance, avec un effet secondaire plastique. L'ensoleillement, même chose. Aujourd'hui, prendre le soleil, c'est avant tout être bronzé, aller
esthétique, pour parader tel le coq à la machine à café, de dire je suis bien bronzé, voilà, j'ai un teint qui permet de séduire, de faire des selfies un peu taquins, hein, fait rire, et donc de pouvoir errer comme ça avec son image, sans se dire la crème solaire que j'ai mis pour amplifier ce soleil-là, elle est bourrée d'éléments toxiques, qui d'ailleurs générerait le cancer. Donc, c'est-à-dire on se protège d'un cancer de la peau, mais on en génère un autre endroit, parce qu'évidemment, tout ce qu'on va mettre sur notre peau va finir passer dans le milieu sanguin et être filtré par le foie. C'est comme ça. Et puis on en arrive au repos et aux relations sociales qui font partie de l'hygiène de vie. Et là, évidemment, le repos, on ne sait plus ce que c'est, dans un monde où on parle de burn-out, de nervous breakdown, de fatigue chronique, de rendement, de production, de prendre sur soi, et de ne pas vivre ses émotions, de ne pas parasiter l'autre, parce que on a envie de se faire plaisir, et puis prendre du temps pour l'autre, à l'écouter, puis à comprendre ses besoins. Il y a des psys pour ça, il y a même des chèques et des allocations pour que tu y ailles en ce moment, donc vas-y, et puis c'est les faibles, donc on a des sociétés des forts, pleurer, prendre soin de soi, c'est être faible, donc c'est l'écrémage par le bas. Donc tout ça, si on met sous le boisseau ces émotions, ces états d'âme, ces sentiments, ça va déclencher, créer des névroses. Et on va s'adapter plus ou moins avec ça, et on va embêter plus ou moins les autres avec ça, et ça va plus ou moins nous perturber. Et donc on le voit, on va dire, tiens, les enfants sont hyperactifs. Oui, c'est une façon de dire les choses. L'individu est déprimé. Ok, il a un peu le blues. Tu vois, à chaque fois qu'on doit atténuer un truc, on va mettre un mot en anglais. Tu vois, blues, breakdown, voilà, c'est des trucs, burn-out. Tu vois, ça atténue. C'est plus sympa que épuisement complet ou que fatigue sociétale. Et donc, ça va développer des états de névrose. Et donc, on va voir des comportements très violents, de plus en plus violents, qui soient rendus possibles par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que là, je peux me permettre, par l'anonymat, d'expulser toutes ces tensions à l'intérieur que je n'arrive pas à gérer. Et puis, si je n'arrive pas à les gérer complètement, j'aurai l'opportunité, la société me donnera des contextes de le faire, et j'aurai un assentiment. Et puis, je vais être en France très bien pris en charge, parce que nous sommes le premier pays au monde à consommer des antidépresseurs et des anxiolytiques. Donc je peux affirmer que nous sommes dans une société névrotique, parce que sinon nous n'augmenterions pas notre consommation d'antidépresseurs et d'anxiolytiques, nos consultations en psychiatrie et chez les psychologues, et nous n'aurions pas des comportements aussi déviants sur l'autre, pour qu'à ce point le système judiciaire et pénitentiaire soit engorgé. De la même façon que nous avons vu l'augmentation des taux de cancer et l'augmentation des taux de maladies chroniques. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? On a dressé un discours bien fataliste, on a pris une cartographie bien sombre, ça doit nous renvoyer à quoi ? Eh bien, si la société ne nous propose pas une prise en charge bienveillante, avec des outils et puis des garde-fous et de la prévention efficace, on va dire de la prévention, il y en a partout. Oui, sauf que c'est pour la bonne conscience. Quand vous faites 2 minutes de prévention par jour et puis que le reste du temps, le marketing, l'art, on va dire l'art mercantile, vous propose l'inverse, ça ne fait pas le poids. Et qu'en plus, vous avez des leaders d'opinion qui se trouvent être instrumentalisés par les lobbies, de la diététique, etc., mais par de la santé, on comprend qu'il y a un problème à exprimer tout cela. Donc, ça doit nous pousser à nous prendre conscience que nous ne sommes pas dans l'aléatoire, ou nous ne sommes pas dans la fatalité d'une époque, où dire c'est une époque où il y a beaucoup de cancers, c'est une époque où il y a beaucoup de névroses. C'est une époque, elle est bizarre cette époque-là. Non, c'est comme toutes les époques, c'est une époque de choix. C'est pas Dieu qui arrive pour dire je vais faire la maladie chronique, je vais faire le cancer, je vais faire le diabète. Non, et c'est pas génétique, c'est pas j'ai le diabète par ma mère. J'ai le diabète par les habitudes alimentaires de ma maman qui a été transmise. C'est ça qui se produit. Donc, c'est plutôt une époque de se dire est-ce qu'on exprime ou pas le libre arbitre ? Est-ce que je choisis d'être frustré par rapport à ce que la société impose des fois, mais promeut souvent, et puis que je me positionne avec ma force, mon pouvoir, et puis je dis, je choisis ce que je mange, je choisis ce que je pense, je choisis comment je bouge, je choisis mes relations sociales, je choisis mon épanouissement artistique, je choisis la façon dont je vais travailler, le cadre dans lequel je vais le faire, j'exprime un regard critique vers ce qui ne fonctionne pas dans la société, je me positionne, je me documente, je fais de la synthèse et j'expérimente. C'est-à-dire je recontacte mon pouvoir et je ne suis plus ce primate dégénéré qui a des cellules malades et qui a un comportement absolument associable.
et qui se fait injecter des choses qui sont de l'ordre de la sorcellerie ou de l'apprenti sorcier et qui ne reposent sur rien de scientifique, sur des thérapies sur lesquelles on travaille depuis 40 ans sans résultat, et on me dit, bah tiens, il y a 6 labos en même temps qui trouvent un résultat en 4 mois. Et puis, eh ben, c'est le miracle, ça fonctionne. C'est incroyable, hein. Et ben, je dis, il faut être sacrément à côté de ces pompes. Il faut être sacrément névrosé et perdu et avoir besoin d'aide pour croire ça. Et en plus, en nous disant, eh bien, tous les effets secondaires, ben, personne n'en sera responsable, sauf vous. Mais c'est gratuit. Donc oui, la société propose plein de choses gratuites, mais tout a un prix. Le prix, c'est celui de sa conscience déjà, et puis on va le payer autrement, par des impôts indirects, et puis on va le payer par sa santé, par son bien-être, par sa lucidité, puis par la satisfaction d'être épanoui et fier de soi en exerçant un choix libre, éclairé et qui nous convient à nous. Ce n'est pas parce que la société fonctionne de telle manière et qu'elle exerce une grande pression qu'on doit fonctionner de cette manière-là. Donc quand j'utilise ces terminologies un petit peu directes, un petit peu taquines, c'est pour qu'on se bouge, parce que l'époque implique du mouvement, l'époque implique des choix, parce que si on ne choisit pas, on choisira pour nous. Et ce « on » indéfini collectif, moi il m'effraie personnellement, il ne me donne pas envie, et donc je préfère le « je » puissant, majuscule, qui n'est pas toujours évident, hein, qui demande beaucoup de temps, beaucoup de congruence, beaucoup de résistance par rapport à la pression extérieure, mais par contre qui nous fait nous sentir exercer de manière unique et pas dans une norme molle, agglomérée, où on est en fait le produit anonyme d'un système. Eh bien, on peut se proposer comme choix de réfléchir à l'alimentation, à l'air qu'on respire, à l'eau qu'on boit, à l'activité physique à laquelle on s'adonne, le lieu de vie où on réside, l'activité, le type d'activité et le contexte où on va être au travail. Et puis on va se dire, bah, c'est autant de cases cochées pour définir notre hygiène de vie. Il y a des fois, on a beaucoup de marge de manœuvre, des fois très peu, des fois pas du tout. Mais la santé, ça se construit sur un ensemble de facteurs et pas qu'un seul. Se dire, bah, j'ai pas beaucoup de moyens en termes de temps, j'ai pas beaucoup de moyens financiers. Là, au boulot, ça peut pas trop bouger. Par contre, là, je peux bouger. Il y a forcément des zones, vu qu'on est pluriel, il y a forcément des zones sur lesquelles on peut agir sur notre santé. Et c'est bienvenu. Et on crée des foyers aussi d'inspiration pour sortir de cette fatalité, de dire, bon, faut bien mourir de quelque chose, puis de toute façon, on n'y peut rien, et puis de toute façon, bah, faut bien faire ça pour continuer à vivre. Et ça, c'est des discours de fatalité complète. Donc quand on me dit, oh, des fois, tu as un discours un peu sombre, non, ce qui est sombre, c'est ça, c'est de dire, bah, faut bien le faire. Il faut bien. Au nom de quoi, au nom de qui? C'est ça la question. Ça, c'est la vraie fatalité. Ça, c'est la vraie noirceur. Ça, c'est le vrai obscurantisme. Partir du constat réel pour se dire, c'est pas terrible, on met les mains dans le cambouis, on transforme. Moi, je vois plutôt ça comme une transformation, une transfiguration, quelque chose de vertueux, qui demande de l'énergie, mais c'est sûr que le laisser aller, puis de se dire, ben, je vais me mettre un bon Netflix avec un plat préparé, c'est tout de suite plus simple. C'est facile, hein, ça coûte pas cher. Par contre, est-ce que c'est vraiment ça la vie? Des gens, il n'y a pas d'études, est-ce que le bon sens nous dit que c'est la chose à faire ou pas? Ça, c'est libre arbitre. Et donc, dire ce grand primate, il doit nous inspirer, il ne doit pas nous faire honte, et il ne doit pas nous effrayer non plus. Donc, je souhaite, ici, qu'à partir des informations que vous allez chercher, vous exerciez un libre arbitre et qu'on puisse sortir individuellement et collectivement de la fatalité qui fait que on est déprimé et on est malade, et puis le système va produire des petites pilules pour que ça se passe le mieux possible et qu'on meure le plus anesthésié possible.